Zone Europe sur Sensation. Bonsoir et bienvenue dans Zone Europe sur Radio Sensation et sur TV78. Une émission spéciale réalisée à Berlin. Berlin, première ville de l'UE, capitale de l'Allemagne, un pays membre de l'UE depuis 1958, de l'espace Schengen depuis 1995 et qui a adopté l'euro le 1er janvier 1999. À travers cette émission, nous allons vous parler de politique, d'environnement mais aussi de culture et nous allons vous faire découvrir Berlin. Zone Europe. Rien qu'à Berlin, on trouve plus de 2500 parcs et jardins. L'environnement, c'est au cœur des préoccupations ici en Allemagne. Et on va s'intéresser à la place du développement durable dans la formation professionnelle. C'est un projet soutenu par le Fonds citoyen franco-allemand autour des bibliobox. Vous savez, ces cabines téléphoniques transformées en bibliothèques. Je m'appelle Gary Woop, je suis secrétaire d'État pour l'Europe au sein du département de la culture au Sénat de Berlin. Nous soutenons le projet des bibliobox depuis de nombreuses années. Il existe de nombreuses bibliobox réparties dans toute la ville et il existe beaucoup de coopérations internationales liées à ce projet. J'ai moi-même voyagé à l'international pour inaugurer des bibliobox. L'idée est de rendre la littérature accessible à tous les habitants d'une ville et plus largement à tous les Européens. Les thématiques autour des bibliobox sont des sujets qui intéressent beaucoup les gens en ce moment, car elles s'inscrivent dans le développement durable. Les cabines téléphoniques rénovées doivent durer le plus longtemps possible avec des matériaux pouvant être recyclés puis réutilisés. C'est un projet important pour réduire la consommation des ressources et donc protéger le plus possible la nature. L'environnement est aujourd'hui une thématique non seulement nationale, mais aussi européenne. Les relations entre la France et l'Allemagne se sont renforcées au fil des années et l'exemple le plus concret de coopération est celui du contrat d'Aix-la-Chapelle sur la création d'une assemblée parlementaire franco-allemande. C'est un exemple de coopération entre les États membres de l'Union européenne et un modèle de ce qui doit être fait dans les écoles. Nous avons aussi de bonnes relations avec les partenaires polonais, mais ces exemples peuvent être étendus à de nombreux États membres de l'Union européenne. Autre dossier d'actualité, les ambitions militaires de l'Allemagne, la guerre en Ukraine et la crise énergétique en Europe. On en parle avec Thomas Vieder, il est le correspondant du journal Le Monde en Allemagne. Zone Europe. Bonjour Thomas Vieder. Bonjour. Merci d'être avec nous dans Zone Europe. Alors au moment où nous enregistrons cette émission à Berlin, l'actualité est marquée par la crise énergétique qui touche l'Europe. C'est l'une des conséquences de la guerre en Ukraine. Alors avant cette guerre, l'Allemagne recevait 55% de son gaz en provenance de Russie via les gazoducs Nord Stream, notamment dans la mer Baltique. Les 27 pays de l'UE ont signé un accord récemment pour réduire donc de 15% leurs importations de gaz et leur consommation de gaz notamment. Comment l'Allemagne va-t-elle faire pour atteindre cet objectif ? Alors pour l'Allemagne, c'est évidemment un défi considérable parce que vous l'avez dit, 55% de son gaz était importé de Russie avant la guerre d'Ukraine, ce qui en fait un des pays les plus dépendants, peut-être pas autant que l'Autriche qui importait 100%, mais compte tenu de la taille et de l'importance de l'Allemagne, ce sont des volumes considérables. Comment fait-elle ? Plusieurs réponses. Première réponse, d'abord, diversifier ses approvisionnements en gaz. C'est ce qu'elle a commencé à faire, notamment en important des hydrocarbures
de Norvège et puis également des Pays-Bas. Ça, c'est la première réponse. Ce qui fait qu'on est passé de 55% à 26% au mois de juin. 26% du gaz importé vient de Russie. Donc diversification. D'un autre côté, l'autre réponse, c'est diversification des sources d'énergie. Parce que le gaz sert en fait à différentes choses, au chauffage, voilà, mais aussi à la production d'électricité. Donc l'idée, c'est de relancer d'autres sources alternatives de production d'électricité qui ne soient pas au gaz. Donc c'est notamment la décision de relancer les centrales à charbon qui a été annoncée au mois de juin. Et puis troisième volet, où l'Allemagne finalement là-dessus rejoint les autres pays européens, c'est l'idée d'une sobriété énergétique. Des mesures ont été annoncées là, mi-juillet, par le ministre de l'économie, notamment demandant aux gens de moins se chauffer cet hiver. Enfin bref, un catalogue de mesures qu'on retrouve dans d'autres pays. Mais je pense que ce qu'il faut bien retenir, et vous avez eu raison de commencer par ça, c'est cette extrême dépendance de l'Allemagne au gaz russe rend évidemment la période extrêmement compliquée compte tenu des quantités qui sont en jeu. Alors cette stratégie justement énergétique, donc elle ne date pas d'hier. Angela Merkel y est pour quelque chose. Elle est très critiquée ici en Allemagne. Pourquoi donc c'était délibéré de dépendre autant de la Russie, où finalement l'Allemagne n'avait pas le choix, n'avait pas d'autres opportunités? Elle aurait pu avoir le choix, mais je pense que là, il faut faire un petit point d'histoire et remonter notamment aux années 70. À l'époque, on était pendant la guerre froide, l'Allemagne était divisée en deux et le gouvernement de l'Allemagne de l'Ouest, sous Willy Brandt, social-démocrate, avait eu cette idée qui a profondément marqué la politique extérieure allemande, en gros on va dire jusqu'à aujourd'hui, quasiment jusqu'à la guerre en Ukraine, qui était ce qu'on appelait l'Ostpolitik. C'est-à-dire, voilà, l'Allemagne, certes fédérale, était ancrée à l'Ouest, mais il fallait quand même tendre la main aux soviétiques à l'époque. Et l'idée était dans les années 70 que c'était peut-être en améliorant nos relations avec Moscou que le régime soviétique allait se libéraliser et peut-être à terme allait arriver la réunification allemande. La réunification allemande est arrivée, l'Union soviétique s'est effondrée et finalement l'idée, après, dans les années 90, début des années 2000, l'ère Helsinki, puis le début de l'ère Poutine, c'était de se dire une vision très mercantiliste des relations internationales. Finalement, nous, notre intérêt, c'est de faire du commerce avec les Russes, d'importer des matières premières et de leur vendre des produits manufacturés. Mais derrière ça, il y a une expression en allemand qui s'appelle Wandel durch Handel, c'est-à-dire le changement par le commerce. C'est-à-dire que c'est en faisant du commerce que peut-être qu'on va à changer libéraliser la Russie. Voilà, c'était une sorte de pari géopolitique que l'Allemagne a aussi fait un peu avec la Chine, d'ailleurs, et puis qui donc l'a entraîné à se lier ainsi avec la Russie, sachant que par ailleurs c'était une façon aussi d'avoir des hydrocarbures bon marché pour une industrie allemande en pleine expansion. Et tout ça a finalement fonctionné jusqu'à ce que ça se fracasse sur la guerre en Ukraine. L'une des erreurs, en tous les cas, qu'a faite Angela Merkel, qui lui a été reprochée, c'est pas seulement d'avoir continué cette politique qui finalement remontait, comme je le disais, aux années 70, mais c'est aussi d'avoir, je crois en 2014-2015, au moment même, alors même que déjà la Russie avait attaqué le Donbass et s'était emparée de la Crimée, d'avoir signé un contrat pour construire un deuxième gazoduc, Nord Stream 2, qui lui est mort-né, enfin le chantier est achevé depuis l'année dernière, mais il est évidemment à l'arrêt, c'est-à-dire en quelque sorte d'avoir poursuivi cette politique de dépendance énergétique, alors même que sur le plan géopolitique, les relations se compliquaient avec la Russie. Des signes un peu compliqués. Et cette crise justement énergétique, elle intervient peu après l'adoption en Europe du pacte vert européen, et donc pour contrer et pour baisser les importations de gaz russe et éviter une pénurie, vous l'avez dit, l'Allemagne a relancé les centrales à charbon, et c'est une décision en plus prise par un gouvernement
gouvernement qui a les écologistes en son sein. C'est un peu un comble. Finalement, est-ce que l'Allemagne n'est pas coincée aujourd'hui d'un point de vue environnemental? Vous avez absolument raison. Il y a cette décision sur les centrales à charbon qui a été annoncée. Depuis, il y a aussi la relance des centrales à lignite, c'est-à-dire un matériau encore plus polluant que le charbon. Autre chose qu'on pourrait mentionner, c'est le fait d'aller chercher du gaz à importer, notamment des Émirats, du Qatar. Le ministre de l'économie et de l'énergie, qui est un écologiste, Robert Habeck, est allé, je crois au mois de mars ou d'avril, négocier un contrat d'importation, ce qui fait que l'Allemagne est en train aujourd'hui de construire des terminaux pour recevoir du gaz naturel liquéfié sur la mer du Nord et sur la mer Baltique, ce qui était complètement inenvisageable du point de vue des Verts. Donc en gros, on peut dire qu'ils avalent beaucoup de couleuvres en ce moment. Après, ce qui est intéressant, je trouve, c'est qu'ils le font, j'ai envie de dire, à l'allemande, c'est-à-dire de façon assez pragmatique, peu idéologique. Et ce ministre de l'économie, Habeck, s'en tire pas trop mal, disons, sur le plan politique, en expliquant qu'il est coincé, qu'il n'y a pas trop le choix. Que si l'Allemagne veut se chauffer, que si l'industrie allemande veut continuer à tourner, il faut bien trouver des sources d'énergie alternatives, quand bien même elles seraient polluantes, quand bien même elles ne correspondraient pas aux valeurs des Verts. À côté de ça, ce qu'il ne faut quand même pas oublier, c'est que et ça c'est fidèle, disons, à l'engagement des Verts et au contrat de coalition qui a été négocié l'an dernier après les élections législatives et le départ de Merkel. Il y a quand même derrière tout ça tout un plan absolument considérable de construction d'éoliennes, enfin tout le plan énergie renouvelable qui lui rejoint ce que vous disiez, le pacte vert européen. Donc d'une certaine façon, à long terme, enfin à terme, l'Allemagne respecte ça. Ce qu'il y a, c'est que là, elle est obligée de prendre des décisions qui la font un peu sortir, mais je pense qu'elle n'est pas la seule non plus à le faire. Sur le plan militaire maintenant, Olaf Scholz a surpris tout le monde, le nouveau chancelier allemand, lorsqu'il a annoncé vouloir investir 100 milliards d'euros dans l'armée allemande pour la moderniser et la remettre à niveau. C'est une grande révolution. On connaît les Allemands aujourd'hui comme étant un peuple très pacifique. Comment a été perçue, comment a été accueillie cette nouvelle en Allemagne ? À part les deux extrêmes, l'extrême droite et l'extrême gauche, qui pour des raisons à la fois semblables et différentes l'ont mal accueilli. Semblables parce que des deux côtés, ce sont des partis qui lorgnent un peu vers la Russie. Et différentes parce que côté extrême gauche, il y avait cette veine effectivement pacifiste et antimilitariste. À part ces deux forces politiques, l'ensemble du spectre politique, c'est-à-dire à peu près 60-70% de l'électorat allemand, a accueilli favorablement cette décision, l'a accueilli favorablement parce que, y compris les Verts, là aussi, hein, dans les concessions, tous les couleuvres avalées par les Verts, il y a aussi l'idée de remilitariser l'Allemagne, un parti qui était quand même pacifiste, enfin antimilitariste dans les années 80-90. Mais la chose a été plutôt bien acceptée pour plusieurs raisons. D'abord parce que je pense qu'il y a un vrai sentiment quand même que la donne géopolitique est en train de changer et que ce dont on ne se rend pas forcément compte quand on est à Paris ou à Marseille, c'est que, mais qu'on sent ici à Berlin, a fortiori, qui est vraiment à l'est de l'Allemagne, c'est que la Russie n'est pas loin. La Russie n'est pas loin, les réfugiés ukrainiens sont arrivés en masse. Il y a eu près de 900 000 en Allemagne. Il y en a près de 900 000 en Allemagne. Donc cette crise qui se produit, elle est très tangible et elle est géographiquement proche. Donc je pense que ça joue quand même, ce sentiment de menace. La deuxième raison, c'est que cela fait des années que alors même que déjà se profile quand même le fait que le monde change, le terrorisme d'un côté, la montée de la menace russe de l'autre, la Chine qui évolue, on ne sait pas trop comment. Ça fait des années qu'on sent que le monde devient plus instable et que alors même qu'il y a des réflexions, voire des demandes de la part de l'OTAN, d'un certain nombre de pays européens, la France, ce que fait la France en Afrique, etc., qui vont dans le sens de, bon voilà, le militaire c'est quelque chose de sérieux, il faut se défendre
défendre face aux menaces, l'Allemagne était toujours un peu en retrait. Et ça fait des années que chaque année, vous avez le rapport annuel sur l'état de l'armée allemande de la Bundeswehr qui dit que 40% des hélicoptères ne volent pas, que les tanks sont à l'arrêt, etc. Et tout. Et donc l'idée, si vous voulez, d'injecter cette somme considérable de 100 milliards, elle est aussi beaucoup vécue par les Allemands comme une forme de remise à niveau d'une armée qui, en gros, depuis la fin de la guerre froide, n'existait quasiment plus. Donc c'est pas vécu comme de la remilitarisation, mais voilà, plutôt comme une mise à niveau de ce que doit être l'armée d'un grand pays moderne. Et je reprends juste ce que vous disiez sur les Allemands peuple pacifique. Je pense qu'en fait c'est une idée reçue. Qu'il faut pas exagérer outre mesure. Récemment, je parlais à un responsable d'une grande étude annuelle faite sur plusieurs milliers de personnes, un peu sur l'état d'esprit des Allemands vis-à-vis de la chose militaire. Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est que depuis une quinzaine d'années, tout ce qui est quelle image avez-vous de l'armée, faut-il investir plus dans l'armée, etc., ça monte chaque année. Donc, et même sur quelque chose dont on croit souvent que c'est tabou de la part des Allemands, c'est-à-dire, ok, on veut bien envoyer des avions au Mali, mais surtout pas tuer un homme, surtout il faut que la guerre soit propre. Ça évolue en fait, ça évolue. Donc il y a ce fond pacifiste, mais il y a quand même un trend, une tendance qui montre que globalement, et notamment les jeunes générations, c'est ça qui est vachement intéressant, notamment les jeunes générations, sont peut-être moins pacifistes que les cinquantenaires ou les sexagénaires qui sont marqués par le souvenir du nazisme, le plus jeune NSA, etc. Peut-être une génération plus réaliste et plus prête justement à approuver des choix comme celui qu'a fait Scholz. Et nous, en tant que Français, on avait la première armée de l'Union européenne. Ce sera peut-être plus le cas maintenant avec cet nouvel investissement. On doit le voir d'un bon œil côté français pour davantage de coopération, notamment dans le cadre de l'Union européenne. On doit l'avoir pris cette nouvelle comme une bonne nouvelle. C'est intéressant que vous terminiez par là parce que effectivement, il y a quelques années, quand une phrase comme celle qu'a prononcée le chancelier Scholz en disant « avec ces 100 milliards, nous allons avoir la plus grande armée conventionnelle d'Europe », ça aurait donné des sueurs froides à beaucoup de Français pour qui le réarmement allemand ravivait de très mauvais souvenirs et tout. Ça n'a quasiment pas été commenté en France, en fait, cette phrase. Et je pense que ça ne l'a pas été, même par ceux qui cultivent parfois une fibre un peu germanophobe, côté Mélenchon, ou dans une droite un peu souverainiste et nationale. On a entendu très très peu de réactions. Et là aussi, je pense que c'est parce que il y a quand même l'idée que c'était plutôt la faiblesse militaire et la faiblesse géopolitique de l'Allemagne ces dernières années. Qui reflétait un peu sur l'Europe ? Qui reflétait, oui, voilà, qui déteignait sur l'Europe et qui était plus un problème. Et donc, voir effectivement l'Allemagne, avec les moyens financiers quand même considérables dont elle dispose, pouvoir aussi participer à cet effort de défense européenne, je pense que côté français, c'est plutôt vu d'un bon œil. Après, toute la question, et là, on n'est qu'au début du chantier, les choses sont pas forcément claires. C'est quelle va être vraiment cette défense européenne, parce qu'il y a toujours une sorte d'un peu d'ambiguïté, de malentendu dans le franco-allemand là-dessus, entre une France qui, depuis le général de Gaulle, on va dire, a plutôt tendance à penser qu'il peut y avoir une forme d'autonomie en termes stratégiques, c'est-à-dire le concept utilisé par Emmanuel Macron, et voire d'autonomie européenne stratégique, et une Allemagne qui, depuis la guerre froide, elle considère que tout ce qui est de l'ordre du militaire ne peut vraiment se faire que dans le cadre de l'OTAN. Et donc là, il y aura sans doute des discussions compliquées. Mais disons que sur l'idée d'investir davantage et sur l'idée d'en faire plus pour la défense européenne, je pense que c'est quelque chose sur lequel les Français et les Allemands se retrouvent. Eh bien, merci beaucoup Thomas Véder d'avoir été avec nous dans Zone Europe. Merci. Je rappelle que vous êtes donc le correspondant du journal Le Monde ici à Berlin. Je ne parle pas français, aber bitte red weiter. Alles, was du so erzählst, hört sich irgendwie nice an. Ich trage schwarz, bis es fast dunkel ausgibt. Frag mich die ganze Zeit, wo du gerade bist. Shorty will allein sein, denn sie hat gerade Bad Vibes. Shorty will allein sein, ist nicht erreichbar auf FaceTime.
Et on va se détendre à présent pour finir cette émission. La capitale allemande abrite d'excellents clubs, la vie nocturne y est très animée. Alors plutôt que de vous faire la tournée des bars, je vais vous faire découvrir le bar Jeder Vertnuft, car la comédie et le cabaret ont une longue tradition ici à Berlin et ça remonte au début du XXe siècle. Je vous montre le show et on se retrouve ensuite avec Franziska Kessler, la directrice artistique. Zone Europe. An empty shell I used to be. Shadows of my life was hanging over me. A broken man that I don't know. Won't even stand the devil's chance to win my soul. Come on, begging you. Put your loving hand out, baby. Guten Tag, Franziska Kessler. Bonjour. Berlin est connu en Europe pour son monde de la nuit. Il n'y a pas trop de difficultés à remplir la salle. Quelle est votre stratégie pour avoir plus de spectateurs? Oui, Berlin est connu pour son monde de la nuit et c'est pourquoi c'est difficile d'attirer le public car tellement de lieux veulent attirer les gens. Nous essayons de proposer des spectacles brillants et oui, je veux dire que notre stratégie est bien sûr d'abord d'avoir des spectacles de qualité et on espère ensuite que les gens en parlent à leurs amis et sur les réseaux sociaux pour nous amener encore d'autres personnes. Nous mettons des posts et je pense que c'est bien, mais la chose la plus importante reste le bouche à oreille et les réseaux sociaux. Maintenant, ça compte. But first, what a décor. Mais déjà, quel décor. C'est une petite scène assez intimiste. Depuis quand ce cabaret existe-t-il? The cabaret existe. Oui, le bar Jeder Vernunft est né en 92. Donc nous avons fêté nos 30 ans cette année, oui, depuis 1992. Quel genre de spectacle peut-on venir voir ici? Toutes les sortes de cabarets, des chansons, des comédies musicales. Nous produisons aussi des spectacles, mais principalement des spectacles musicaux. Et pour ce soir, qu'est-ce que vous nous réservez? À peine. Ce soir, nous avons un spectacle musical avec des chansons qui évoquent une personne que personne ne connaît, en tout cas en Allemagne. Mais par contre, tout le monde connaît ses musiques. Il s'appelle Frankie Valli. Et vraiment, tout le monde chante et connaît ses chansons, mais personne ne connaît l'homme derrière ses musiques. Donc ce soir, c'est une comédie musicale sur Frankie Valli avec un groupe qui s'appelle Les 4 Saisons. Donc il y aura de la musique et de la danse au programme ce soir. Lost control and rang your bell. I was sore. Let me in or else I'll beat down your door. When two strangers who have been, two silhouettes on the shade, said to my shock, you're on the wrong block. Silhouettes, 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 try oh, silhouettes, 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 try oh, darling, my darling, my darling, my darling, darling. Bum 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 bum. You're the apple of my eye. You tell about the artist. Vous parlez des artistes, justement. Certains ont commencé ici dans ce bar avant de devenir célèbres dans toute l'Allemagne. Ce cabaret peut être un tremplin pour les artistes. Finally, for artists. Absolument. C'est ce que nous sommes depuis 30 ans. Nous avons démarré avec des artistes qui voulaient juste faire quelque chose. Ici, ce n'est pas comme un théâtre classique, mais pas non plus comme un cabaret, comme on peut en trouver en Allemagne. C'est un entre-deux. Nous avons inventé un nouveau genre
Et dans ce nouveau genre, les gens ont aimé des artistes qui sont aujourd'hui très connus en Allemagne. Et ils ont commencé chez nous. Et c'est comme vous l'avez dit, un tremplin. Un tremplin. Oui, pour les artistes. Et on essaie de continuer à trouver de nouveaux artistes et de les faire connaître. Dankeschön. Merci beaucoup. Francesca Kessler, merci d'avoir été avec nous et puis maintenant on va profiter du spectacle. I love you, baby, and if it's quite alright, I need you, baby, to warm the lonely nights. I love you, baby, trust in me when I say, oh pretty baby, don't bring me down, I pray, oh pretty baby, now that I found you, stay and let me love you, baby, let me love you, baby, let me love you. Oh what a night, merci monsieur pour le show. Zone Europe, c'est terminé. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast audio et vidéo sur notre site internet, sur notre application Radio Sensation et aussi sur TV78. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro et on se quitte en musique. You're just too good to be true to me. Take my eyes off you. You'd be like heaven to touch. At long last, love has arrived. You're just too good to be true. Auf Wiedersehen! Zone Europe sur Sensation.